Bonjour à tous et bienvenue sur Atypique Lab, le laboratoire qui cherche, sème, récolte d'autres regards sur l'orientation et l'évolution professionnelle. Bonjour Léa, Bonjour. merci à toi d'être là aujourd'hui et de te prêter à l'exercice du papotage sur Atypique Lab. Donc, pour la petite histoire, Léa, on s'est rencontrés lors d'une convention à l'ADI. Donc, l'ADI, c'est l'association d'aide au droit à l'initiative économique, la créa en gros d'entreprise. Hein, est-ce que c'est bien ça? Je sais Pour pas. le droit à l'initiative économique, oui. Voilà, c'est ça. Tu as présenté en fait une méthode de recrutement atypique et je me suis dit, ah, ça c'est intéressant parce qu'on l'entend pas souvent et je pense que nombre de personnes peuvent être intéressées par cette découverte. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a accroché et puis à la finale, j'ai découvert, enfin, j'ai eu des échos comme quoi tu avais aussi un parcours atypique. Alors, c'est là-dessus qu'on va aller aujourd'hui. Nous allons commencer par la fameuse question. Je vais te la lancer et puis tu te l'appropries comme tu le souhaites. C'est: je suis une humaine qui? Je dirais qui avance ou qui va de l'avant. Ok, merci. Et puis, on va continuer par ton parcours. Alors, moi, là, comme dit juste avant dans la préparation, j'ai cherché sur LinkedIn, je ne t'ai pas trouvé. Donc, j'ai eu juste des petits échos rapidement comme quoi ton parcours était atypique, mais je vais te découvrir en même temps que nos auditeurs. Donc, je te laisse la parole sur ton parcours. Est-ce que tu veux nous le présenter? C'est parti. Donc moi, je suis travailleur social de formation et d'expérience. Je suis conseillère en économie sociale et familiale. Donc j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans dans le social, auprès des familles, auprès des publics, enfin des personnes habitant en quartier et aussi auprès des agriculteurs et salariés agricoles. Donc pas mal de publics différents, aussi bien en entretien individuel que parfois en action collective. Donc des expériences plutôt plaisantes pour moi. Et pour autant, au bout d'un moment, je m'y suis moins retrouvée par rapport, à ce qu'on me demandait de faire et ce que j'avais vraiment envie de faire, sur le côté accompagnement. Et après pour différentes raisons aussi, personnelles, contextuelles, parce que le covid est passé par là et a encore plus, rendu administratif mon travail qui pour moi devait pas forcément l'être. Donc je m'y retrouvais de moins en moins et avant de me sentir mal au travail, je me suis dit: «Bah, je vais faire autre chose». Et cette autre chose, est très, très, très différent. Je fais une petite amorce, puisque, en gros, moi, ce qui m'animait, c'était le besoin d'être utile et je me suis dit: «Je vais être utile différemment». J'ai été attirée par l'extérieur et en l'occurrence, je m'étais toujours dit: «Le jour où je me reconvertirai, c'est dommage parce que je serai trop tard ce sera trop tard pour être couvreur» et finalement, j'étais pas si trop tard du fait de mon âge, donc j'ai dit: «Je vais tenter». J'ai posé une semaine de congé, pour faire un stage. J'ai fait un stage en couverture et je me suis dit que c'était plutôt agréable, physiquement, non pas forcément, mais agréable sur le plan où, bah, les choses que je faisais justement, je les faisais et elles servaient à quelque chose parce que du coup, bah, on remettait en état des biens et des toits particulièrement et surtout que ça tenait dans le temps, ce que je me retrouvais plus forcément dans le social parce que je faisais une demande, ça me revenait, est-ce que ça rentrait pas dans la case et cetera. Enfin, on faisait des demandes qui étaient trop ponctuelles et du coup, c'était plus un pansement qu'une réparation. Enfin bref, toutes ces raisons-là qui font que j'avais quitté le social faisaient que là, au moins, quand je pose une ardoise, normalement, si tout se passe bien, elle est là pour 100 ans et du coup, le côté utilité était vraiment là et puis c'était chouette. Moi, j'ai grandi à Trélazé, j'étais aussi attirée par l'ardoise, que je trouve un matériau très noble. Donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est parti pour, cette nouvelle aventure». Je ne sais pas combien de temps je la ferai parce que c'est physique, parce qu'il y a les aléas climatiques, parce que je connais pas cet environnement, mais en tout cas, il faut que je le fasse et je vais le faire et donc j'ai fait ce grand virage qui a fait peur à tout mon entourage. Mais du coup, j'ai eu cette expérience pendant un peu plus de 2 ans, donc je suis repassée par la formation en alternance et cetera. Puis pour finalement me dire: j'aime le métier, j'aime ce que je fais, mais l'environnement de travail, je m'y retrouvais pas et je maîtrise quand même pas assez le métier pour me lancer par moi-même, sinon ça aurait pu être une opportunité, mais du coup, j'ai pas assez d'autonomie et de niveau pour ça aujourd'hui. Donc je me suis dit: «Faut» enfin l'utilité, c'est toujours quand même ce qui me mène dans mes métiers et dans mes motivations, enfin même au quotidien, en dehors du professionnel et du coup, professionnellement, si je veux m'y retrouver, il faut que je sois utile. Donc je m'étais dit: «Peut-être que je peux allier mes compétences, de l'accompagnement social et ce monde professionnel, artisanal dans lequel j'ai baigné pendant plus de 2 ans»
Et en l'occurrence, j'ai vu cette annonce de l'ADI, donc l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui semblait, pouvoir me correspondre et heu et donc j'ai fait la démarche de recrutement dont on va parler un peu plus après et donc aujourd'hui je suis, conseillère à TIC. OK, super, merci. Et alors, donc c'était un coup de cœur finalement que tu avais eu depuis longtemps, le métier de couvreuse? Ça m'attirait, mais on peut pas dire un coup de cœur parce que déjà j'étais jamais montée sur un toit, donc j'avais même pas je pense que j'avais pas le vertige par rapport à mes expériences de promenade, d'activités et cetera, mais j'en étais enfin pas certaine de là à être, perchée sur un toit, un échafaudage ou même des fois, ouais, encore, plus périlleux que ça. Donc c'était quelque chose, à regarder justement d'en bas, de me dire: «Waouh, ça a l'air chouette», mais sans me dire, «Je pourrais le faire un jour». Enfin, peut-être que oui, peut-être que non, j'en étais à ce stade-là et donc bah, finalement je l'ai fait, oui. Et dans ton entourage, il y avait des personnes qui étaient dans le je dirais dans le secteur du bâtiment? Pas du tout? Non, même pas. Pas? Ouais, parce que parfois il peut y avoir des influences, mais là non. Non, 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 non. OK, très bien. Et alors comment a réagi ton entourage, à l'annonce là? Tu as évoqué un petit peu tout à l'heure, à l'annonce de cette nouvelle de ce virage? Bah, effrayée par le métier en lui-même, parce que ça reste un métier dangereux. Hem et à la fois dire, bah, on est en même temps, on est à peine surpris parce qu'on te connaît et on on savait que tu étais capable de ce genre de choses. Donc cet entre-deux de se dire: «Mince, elle va le faire» et on sait qu'elle si elle dit, elle va le faire et en même temps, on a peur pour sa sécurité physique, clairement. Donc cette ambivalence de mon entourage, oui. Mmh. Comment tu as géré ça? Est-ce que ça a été un frein? Est-ce que ça se met des doutes? Comment ça a été pour toi de vivre ça? Je me suis dit: «De toute façon, il faut que je le fasse et il faut enfin, soit j'ai mes propres barrières et j'y travaille ou pas, mais si les barrières, elles viennent des autres, bah, c entre guillemets, c'est leurs barrières et du coup, c'est pas eux de me les imposer». Donc j'ai entendu, j'ai compris et je leur ai dit que j'entendais. J'ai essayé de les rassurer un peu sur le même métier, même si, c'est en partie vrai. Enfin, le taux d'accident et même de mortalité sur ces métiers-là, elle est présente. Donc moi-même, j'ai essayé de faire abstraction pour me dire: «Je veux pas je veux pas que ça me nuise et que ça m'empêche d'y aller». Hem, mais du coup, j'ai entendu, mais j'ai pas pu le prendre au pied de la lettre et ne pas y aller pour ces raisons-là, quoi. OK, et qu'est-ce qui s'est passé en toi? Enfin, je dirais là plus en termes de ressenti, quand tu as fait ce choix et que tu es passé à l'action? Parce qu'il y a cette période d'avant là où il y a l'idée qui vient, qui trotte, qui mûrit et puis le passage à l'action. Comment tu as vécu tout ça? En fait, ce que je perdais, c'était plutôt une sécurité, bah, du fait d'avoir des j'étais en CDI, hein, donc ressources, fixes. Je suis une maman solo, donc c'est encore prendre plus de risques. Ouais. J'avais aussi un entre guillemets «un bon employeur» dans le sens où c'était un grand groupe, reconnu et cetera. Donc pour tous les gens de l'extérieur, c'est: «Mais pourquoi tu quittes ce bon poste?» Et en même temps, moi, je savais qu'il fallait que je parte parce que je m'y retrouvais de moins en moins, comme je disais tout à l'heure et en fait, c'est presque comme si j'avais plus le choix. Je savais pas pourquoi je partais, mais je savais qu'en gros, il y aurait pas de marche arrière. Sur le social, j'en étais pas trop sûre, mais en tout cas sur ce poste-là, c'était assez clair. Donc en gros, je m'étais dit: Faut que je passe le cap et je veux pas rester plus longtemps parce que je veux pas que c'est d'incidence sur les personnes que j'accompagnais». Et du coup, c'est pour moi, c'était important de tant que je suis en poste, je dois accompagner les gens au mieux et ça a été un peu une surprise d'ailleurs pour les gens que j'accompagnais de se dire: «Ah non, vous vous partez», alors qu'on appréciait le travail qu'on faisait ensemble. Mais je savais que si j'allais rester plus longtemps, ça aurait pu en fait, avoir des incidences sur mes accompagnements et donc pour moi, c'était clair qu'il fallait entre guillemets «que je parte la tête haute» vis-à-vis d'eux et du coup, c'était le moment donc à la fois, bah, ce côté où je me dis: «Je sais pas vers quoi je vais, mais je sais qu'il faut que je passe à une des cases d'après, laquelle ça va être, je sais pas encore, mais j'y vais et puis OK, je suis maman seule, OK, j'ai un enfant, mais qu'est-ce qu'elle veut? Enfin, que je rentre en me disant, «J'ai fait du mieux, mais je me suis j'ai pas passé une bonne journée» et quel est ce modèle-là, c'était pas quelque chose qui était important, enfin, que je voulais lui renvoyer. Ou plutôt lui dire: «Bah oui, certes, maman, elle change de travail, ça paraît un peu fou, mais il faut le tester» et j'y vais et du coup, j'y suis allée. C'est chouette d'entendre ça parce que enfin, là, pour faire des accompagnements type bilan de compétences, très souvent, en fait, les personnes qui arrivent, elles ont franchi cette barrière du c'était trop, en fait. Et du coup, on a des problèmes de burn-out, des physiques, etc.
Et là, en fait, toi, tu as su, écouter ou entendre, en tout cas, ce qui se passait à l'intérieur de toi pour pouvoir, passer à l'action. Bah et puis j'ai aussi enfin, comme j'étais dans l'accompagnement social, j'ai aussi accompagné tous ces gens. Enfin, ma dernière Mmh. expérience, j'étais aussi face à des gens qui étaient face à beaucoup de mal-être et beaucoup de souffrance, enfin, souvent je leur disais: «Bah, vous savez, là, c'est plutôt votre corps qui parle». Et du coup, moi, j'avais tous je c'était pas des miroirs parce que j'étais pas dans cette situation, mais je voyais très bien où ça aurait potentiellement pu me mener parce que clairement les gens que j'accompagnais étaient dans ces schémas-là. Ouais. Donc je connaissais une des issues possibles et pour moi, c'était pas celle-ci que j'allais pouvoir prendre. Donc peut-être qu'aussi le fait d'être, entourée de des gens qui étaient dans ces situations, ça m'a aidée aussi à me dire: «Je vais sauter le pas avant d'arriver sur ces cas de figure Mmh. où bah, ils vont s'en sortir, c'est pas le problème, mais ça demande encore plus d'énergie, plus enfin, c'est plus moins évident». Ouais. Donc peut-être que ça m'a aidée en effet à le faire plus sereinement, ouais. Mmh. Et tu as démissionné avant de savoir exactement ce que tu allais faire comme projet ou comment tu as fait cette transition de d'arrêter ton CDI et de passer à l'autre projet? Non, ce que je disais, c'est que déjà je savais pas vers quoi je m'orientais, donc j'avais Oui, posé ma semaine de vacances, donc à ce moment-là, ouais. c'était des vacances. Après, j'ai demandé une rupture conventionnelle, mais à ce moment-là, ça se faisait pas dans mon institution. J'ai eu la chance du coup d'être la première à franchir à sortir par cette porte, plutôt honorable parce que du coup, on était tous les 2 d'accord. Mais pareil, mon employeur qui disait: «Mais on n'a rien on n'a rien vu venir, parce que les enfin, on a des retours positifs de toi, on le voit, enfin tout va bien». Et j'aurais dit: «Oui, mais justement, c'est que je veux pas que vous ayez le Léa dès après qui va mal et entre guillemets, laissez-moi partir parce que sinon ça pourrait arriver». Et puis eux à se dire: «Mais enfin, comment c'est possible?» Après j'ai aussi un petit gabarit, je suis aussi une femme, donc le métier dans lequel, je me destinais, enfin, en termes d'image renvoyée, il y avait aussi ce décalage-là. Donc forcément, ça rajoute encore plus de questions, vis-à-vis des personnes extérieures, quoi. Mmh. Et est-ce que tu as une échéance temps, enfin, pour entre le moment où tu as eu l'idée et où tu es Oui. passé à l'action, tu vois? Ça a mis combien de temps en toi? Bah, ça s'est fait en une petite année, je crois que sur, du coup, parce que j'ai eu le covid et j'ai aussi des événements personnels qui sont passés durant l'été et en gros en fin d ouais, décembre, janvier, je me suis dit: «Il va falloir que je passe à autre chose». Et j'ai justement fait un rendez-vous pour me renseigner un peu sur tout ce qui était réorientation, en me disant: «Je pense que j'ai le temps» parce qu'éventuellement j'essayerais d'attraper entre guillemets «une formation» pour septembre, donc ça me paraissait loin. Et en fait, là, la personne m'a dit: «Oui, mais les portes ouvertes, c'est en février». J'ai fait: «Ah!» Et en fait, tout s'est accéléré parce que pour moi, c'était en mode: «C'est septembre, j'ai le temps», mais j'avais un peu, omis toutes ces formalités, bah, préalables, d'inscription, de recherche et cetera, où je pensais que enfin, je le savais, mais j'en avais pas vraiment pris conscience. Donc ce que je disais, c'est que mon premier stage, j'ai fait en même temps dans les portes ouvertes, en gros en mars. Et puis, bah, j'ai annoncé, ouais, je leur ai dit que c'était pas un 1er avril. J'ai annoncé de manière d'abord, officieuse au 1er avril à mes responsables les plus proches que je comptais, passer dans un autre monde professionnel. Donc finalement, ça s'est fait, à la fois j'ai acté sur une année, en gros de juillet où je me suis dit: «Je pense que je vais pas pouvoir continuer», à juin où j'avais signé ma rupture. Mais c'est plus sur, la fin d'année, là, décembre, janvier, où je me suis dit, que j'étais plus moi sur la réflexion, mais me dire: J'acte, je franchis les premiers pas». Donc sur une petite année, ça s'est enclenché, ouais. Mmh. Mmh. D'accord, OK. Et donc après cette période, où tu as expérimenté justement cette envie et puis, là de nouveau tu te dis, «Non, ça colle pas, quoi». Oui, bah, ce que je disais, c'est que le métier en lui-même, il est plaisant, enfin de repartir sur quelque chose, de neuf où ça rend service aux personnes parce que généralement, c'est pas que de l'esthétique, c'est que vraiment, bah, il y a des fuites où il y a eu, des aléas climatiques, avec de la grêle ou autre et du coup, les toitures, elles ont plus leur utilité. Donc ça, c'était très plaisant et puis la logique, qu'il y a aussi sur la couverture, j'aimais bien. Après, ça reste un environnement particulier, masculin certes, mais c'est aussi encore un autre enfin moi j'ai du coup d'autres expériences professionnelles et surtout beaucoup dans le social. Là, c'est d'autres manières de fonctionner et puis clairement ce que je disais tout à l'heure sur le côté, par exemple sécurité où moi j'étais pas en phase parce que j'avais l'impression de me mettre trop souvent en danger pour des choses entre guillemets «qui en valaient pas la peine» et pour lesquelles il y avait d'autres moyens. Sauf qu'il y a une logique de rentabilité, il y a aussi je dirais, je sais pas si c'est une forme de mentalité, mais malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup qui pas dire qu'ils sont des super-héros, mais qui se pensent super-héros et sauf que, bah, quand on est au sol, c'est trop tard et du coup, je m'y retrouvais pas parce que plus ça allait, plus c'était en décalage et c'est compliqué de dire non et à la fois, quand tout le monde est dans le même bain et que toi tu mais c'est dangereux là. Non, 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 bah,
si, c'est Oui, quand dangereux. même. Non, non, il faut y aller». Du coup, j'étais de plus en plus en décalage. Je me disais à la fois, bah, la dynamique, elle y va. Enfin, moi, on me demande d'y aller, mais j'estime que je peux plus y aller et du coup, je me dis: «Dans la durée, ça va pas pouvoir enfin, perdurer». Et puis là, bah, du coup, j'avais par contre les petites phrases de ma famille qui disaient: «C'est un métier dangereux». Parce que moi, j'avais cherché à les rassurer. En fait, oui, il peut être dangereux, mais il peut être aussi sécurisé au maximum, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Du coup, je me suis dit j'ai eu l'occasion de travailler pour 3 entreprises différentes. Donc, et je me suis dit: «Je vais en faire combien avant de trouver l'entreprise idéale? Et je vais me mettre combien de fois en danger? Est-ce que je vais avoir le temps de trouver cette entreprise ou est-ce que je vais être, entre guillemets «cassée» avant?» Parce que j'ai aussi du coup subi un accident du travail où ça a été un peu l'électrochoc pour me dire: «Bah, enfin c'est le début de la fin». D'accord, d'accord. Hem, donc c'est vraiment le côté environnement qui a fait que je me suis dit: «Bon, bah, je m'arrête là» parce que ce que je disais, enfin, par rapport, aussi l'investissement que ça demande en termes d'énergie, d'horaire. Quand je disais que c'était pas le même monde, c'est que, bah, les 35 heures, elles Mmh. n'existent Oui, pas oui, réellement. oui. Donc il y a toutes ces réalités-là et puis je disais aussi ma situation familiale où je suis maman solo et du coup, autant je m'étais dit: «Je ferai le sacrifice le temps de sur la formation de faire beaucoup d'heures et cetera». Mais quand on arrive à presque 3 ans et que l'enfant est toujours le premier à la garderie et le dernier à la garderie et au bout d'un moment, bah, je me suis dit: «Non, enfin, c'est pas cette vie-là que je cherchais». OK, j'ai eu le confort à un moment donné d'avoir le 35 heures, les horaires, ça allait pas non plus. Mais du coup, il faut que je fasse un mix de tout ça et en me disant: «Je sais» pareil, je sais pas quelle sera la suite d'après, mais je sais que je vais trouver et ça va se faire donc Et mmh là, mh. la transition entre, la fin de cette expérience, enfin de ces expériences et le début à l'ADI, ça a mis combien de temps? J'ai fini mon contrat au 31 décembre de Ouais. 2024 du coup. Ah oui, OK. Et j'ai pris mes fonctions le 20 janvier à l'ADI. Donc, parce que du coup sur les derniers mois, en gros novembre, décembre, je commençais à regarder, des offres, enfin dans le Ouais. secteur insertion professionnelle, sans trop savoir. Heu, et donc, j'ai eu la chance d'avoir 3 entretiens, courant décembre. OK. Ouais, fin décembre avec, bah, 3 opportunités différentes et c'est avec celle de l'ADI que j'ai choisi d'avancer, ouais. Mmh. Ah ben voilà, donc on arrive à l'ADI avec effectivement, là, je dirais les méthodes de recrutement, atypiques. Donc, là, j'ai choisi de je me suis dit que ça allait être intéressant d'échanger avec quelqu'un qui a vécu ça de l'autre côté, hein. Je pense que le recruteur, j'irai le voir aussi, mais là, comment est-ce que tu veux nous raconter comment est-ce que toi tu as vécu, ce processus de recrutement? Mmh mh. Donc faut savoir que c'était un recrutement en 3 étapes. Donc j'ai fait la première étape qui était avec, une responsable des ressources humaines, donc qui pour des questions géographiques s'est fait en visio et après l'idée c'était de faire une seconde un s bah, du coup c'est pas vraiment d'entretien, on va y venir après, mais une seconde étape avec, le responsable, d'agence, là où j'aurais été censée être, nommée. Donc j'ai eu cette personne au téléphone qui m'a dit qu'on ferait un entretien en déambulation. J'avais déjà entendu ça dans le secteur du social, donc j'avais l'image de marché en entretien, mais sans en savoir plus. Donc quand j'ai entendu ce terme-là, je me suis dit: «Ça doit être ça ce qu'il veut dire», mais sans chercher à confirmer, mais je me suis dit: «Je verrai bien». Et puis quand j'en ai parlé autour de moi de dire: «Bah, je suis passée à l'étape 2, je fais un entretien en déambulation». «Quoi? Mais qu'est-ce que c'est?» Je dis: «Bah, je pense qu'on va aller, à l'extérieur, qu'on va marcher, que peut-être» enfin, vu que c'est quand même un métier où il y a de la relation, il va peut-être, voir comment j'interagis aussi avec des personnes extérieures. Et pareil, là, mon entourage va dire: «Mais c'est quoi c'est quoi cette modalité? Qu'est-ce que c'est que cette chose?» Et moi dire: «Bah, j'ai jamais connu, mais j'ai déjà entendu que ça existait». Et puis à dire: «Bah, je verrai bien, enfin, ça sera une nouvelle expérience». Et donc c'était bien un peu ce que j'imaginais, dans le sens où on s'est rejoints, donc sur mon lieu de travail actuel, sur l'agence, mais on est très rapidement partis, en voiture. Hem, du coup, il m'a dit qu'on allait aller sur un lieu potentiel où un lieu où potentiellement j'allais pouvoir rencontrer des clients ou nous, ce qu'on appelle des prospects, des gens qu'on va renseigner, et puis discuter avec eux. Donc, nous sommes partis en voiture, on a discuté un peu. Moi, j'avais mis en avant que je connaissais le secteur, angevin, du coup, c'est sur Angers. Du coup, il m'a pris un peu au mot en disant: «Il me semble que tu connais Angers, donc on va à tel endroit, tu me dis par où passer». Donc du coup, je me suis dit là, je me suis placée à la place de l'employeur de me dire: «Au moins, c'est plutôt chouette» parce que des fois, entre ce qu'il y a d'écrit sur le CV
et ce que fait vraiment la personne, il peut y avoir un écart. Là, je me suis dit: «Bah, au moins pour lui, c'est un intérêt de vérifier, au moins cette qualité ou connaissance que j'avais mise en avant». Donc on est partis ensemble, donc on est arrivés au lieu, même si on n'aurait pas pris le même chemin a priori. Nous sommes arrivés. Et du coup, il a commencé à m'expliquer parce que l'idée avant de renseigner les éventuels clients, il fallait que je maîtrise un peu plus le sujet et en l'occurrence, bah, j'avais fait qu'un entretien, préalable, donc je n'étais pas en capacité réellement de présenter l'association. Donc lui, il me l'a présenté avec ses mots et après il m'a dit: «Regarde comment moi j'ai tendance à faire». Donc du coup, il s'est rapproché de quelques habitants qui étaient là ou commerçants pour leur présenter l'association et les services qu'on propose et puis pour me dire: «Bon, bah, maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux bien te lancer?» Donc après, c'est moi qui ai pris le relais, par rapport à ce que j'avais pioché comme information, juste avant, à la fois sur la plaquette et à la fois en l'écoutant. Et c'est comme ça que s'est passée du coup cette fameuse déambulation, puis avec un petit moment où aussi, bah, il en a profité pour me parler un peu plus, de mon CV, me questionner sur mon expérience et cetera. Tout en étant plutôt côte à côte, parce que quand on marche ou quand on est assis dans une voiture, donc c'était différent d'un entretien où on est quasiment toujours en face à face. Du coup, lui, c'est presque ça qui m'a plus, qui m'a plus, étonnée, parce que c'est pas pareil de parler à quelqu'un quand on le regarde moins ou quand il est sur le côté, donc c'était un peu différent et après quand moi on m'a dit déambulation, bah, je me suis dit, «Super» parce que, bah, vous voyez mon parcours comme je vous disais, il est un peu atypique. Je sortais d'un travail où j'étais tout le temps dehors et je bougeais tout le temps. Du coup, là, je me suis dit: «Ah déjà, ça montre qu'il y a du mouvement derrière cet asso». Il y a aussi de la nouveauté parce qu'il y a très peu de recrutements qui se font, sous cette forme-là. Donc je me suis aussi dit: «C'est une bonne accroche pour moi qui suis pas, si j'ai des formalités, mais qui suis pas hyper formelle, il me faut un cadre, mais pas trop non plus» et du coup, ça m'a renvoyé cette idée de me dire: «Ah, je pense que, qu'en effet, ça peut me correspondre rien que par rapport à ce que je perçois sur et la forme de l'entretien et comment, bah, le responsable se positionne, comment il m'accueille et cetera». Donc autant pour moi, c'était plutôt, une bonne surprise, mais pareil, quand j'en ai parlé à quelques personnes ou même des collègues actuels qui disent: «Quoi, c'est passé par là, mais moi j'aurais jamais pu». Moi, c'était plutôt l'inverse de me dire: «Ah, c'est plutôt, rassurant de découvrir ces manières de faire, quoi». Ouais, parce que c'est vrai, enfin, très souvent, bon, on prépare des entretiens, alors c'est avec des super conseils, et cetera et alors je sais pas si tu t'étais préparée justement à l'entretien? Est-ce que tu avais fait une préparation avant ou pas du tout? Bah, je savais pas à quoi me préparer. Bah oui, c'est ça. Donc bah, non, en fait, j'étais pas en capacité. De toute façon, je connais mon expérience, je connais mes qualités, donc ça, que ça soit autour d'une table ou à l'extérieur, j'avais un peu idée de ce que j'aurais pu répondre, mais je pouvais pas me préparer plus que ça. Je savais pas où on allait, dans quel but, et limite, justement, j'étais presque moins préparée dans le sens où quand il m'a questionnée un peu plus, par exemple, «Quels sont tes principaux points forts?» ou autre, et bah, du coup, j'étais sortie de cet environnement plus entretien et je pense que j'ai pas du tout répondu et utilisé les mots que j'aurais utilisés derrière un bureau parce que le cadre était pas le même et du coup, en m'écoutant parler, en faisant sa réponse, je me suis dit: «Ah oui, bah, du coup, je suis sortie du format vraiment entretien, habituel». Donc c'était vraiment différent. Mais préparer, ouais, je préparais sans me préparer parce que je savais pas où j'allais, quoi. Et du coup, est-ce que, là, quand tu dis: «Tu es sortie du format habituel», est-ce que tu es sortie un peu du rôle? Parce que c'est quand même très, on joue énormément un rôle, en entretien. Enfin, c'est souvent comme ça, en tout cas. Et est-ce que là, c'était plus spontané, en fait? Ouais, par exemple, l'exemple que je disais là sur la question, je pense que mon discours, il était si j'avais été en entretien, il aurait été plus appris entre guillemets «appris par cœur» sur faut que je Ça, pose tel mot, que j'imagine un peu ce que j'avais pris comme note. Alors que là, j'étais en extérieur, même moi, je prends jamais mes notes, mais je suis visuelle et du coup, je suis capable de revoir mon cahier et de me dire: «Il y avait tel mot à telle hauteur et du coup, je place ça et ça». Et en fait, là, comme j'étais sortie totalement de ce contexte-là, c'était beaucoup plus spontané et peut-être moins structuré que si je l'avais préparé avec le cahier potentiellement avant. Mais oui, forcément, ça a influencé, sur la manière de répondre, de réagir, ouais. Mmh. oui, parce qu'en fait, est-ce qu'on cherche vraiment en entretien la structure ou est-ce qu'on cherche plutôt la connexion avec l'autre, en fait, et à vraiment, je dirais, entrer en relation et connaître Mmh, l'autre? Et je pense que ce type d'entretien le permet, pour le coup. c'est ça. Et puis tout ce qui est sur le paraverbal, tout ce que peut dire le corps ou autre, être, assis sur une chaise où on demande des statiques ou se déplacer,
se mouvoir et cetera, forcément c'est différent, je pense qu'il y a même pour l'employeur, il a pu percevoir plus de choses et moi aussi j'ai pu percevoir plus de choses que s'il était dans son cadre confortable derrière enfin, dans un bureau qui est le sien, derrière son ordi et cetera. Donc dans les 2 sens, en fait, moi je pense qu'il a appris beaucoup de moi sur cet entretien et moi j'ai l'impression d'avoir plus découvert aussi de l'association et de mon potentiel responsable au travers d'un entretien comme celui-ci, ouais. Ouais, c'est ça et ça t'a donné envie, pour le Bah, coup? oui, parce que aussi justement, bah, enfin, par exemple, malheureusement sur, mon dernier poste dans le social et puis en couverture, c'est que malheureusement, il y a des différences entre le discours de base et la réalité. Enfin, pour être très concret, par exemple, en couverture, on va vous dire, «L'amiante, on sait tous qu'on n'a pas le droit d'y toucher, nous, on n'y touche pas» et cetera. Puis vous vous retrouvez un mois et demi après et puis vous avez, 200 mètres d'amiante à démonter et puis, c'est un exemple très concret dans le social, c'est plus subtil que ça, mais là, au moins, je trouve que cette image, elle parle. Et du coup, bah, je suis toujours sur cette réserve-là de me dire: «Mais entre le discours qui nous est vendu sur un entretien d'embauche et la réalité, qui parfois peut mettre quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois à vraiment paraître», ouais, autant je vous disais, je vais de l'avant et je me dis: «J'ai pas de souci à changer», mais là, souvent, la crainte que j'ai, c'est de me dire: «Qu'est-ce qu'il y a derrière le message publicitaire?» entre guillemets et du coup, là, de par cet entretien, je trouve qu'il y a déjà plus de choses qui sont mises en lumière parce qu'il y a plus de naturel du fait d'être à l'extérieur et d'être dans un format, bah, vraiment, ouais, plus naturel, je pense. Mmh. Oui et comme tu disais, c'est un format, côte à côte. On n'est pas, Mmh. derrière un bureau où on peut avoir tous les jeux de pouvoir aussi, dominant-dominé et là, je pense que ça gomme ça quand même. Oui. Mmh, mmh mh. Ça est-ce que ça déjà enclenche est-ce que ça enclenche, ouais, une collaboration? Entre, le responsable et moi? Oui. Est-ce que tu as senti quelque chose qui se passait, Bah, moi, j'ai eu l'impression qu'il avait potentiellement envie de travailler avec moi et moi, j'avais tout de suite envie d'en découvrir plus. Donc je pense que ça aurait moins eu cet effet-là, en effet, si on s'était rencontrés, tous les 2 de manière statique avec une table, entre et puis un format, ouais, plus formalisé, quoi. Je pense que tout de suite, ça a créé un lien plus fort, en effet. et je crois que c'est quand on s'était rencontrés qu'on avait échangé un petit peu dessus, tu avais évoqué des temps de silence. Mmh, Est-ce que tu c'est peux vrai. en dire un peu plus? Bah, le fait que, par exemple, on soit en voiture, moi, au tout début, du coup, il fallait à la fois on commençait à discuter et à la fois, il fallait que je fasse le GPS. Donc déjà, au début, bon et je connaissais pas la personne et je connaissais rien. Donc du coup, c'était le premier exercice de me dire: «Waouh!» Et puis après forcément, vu que c'est moins, il y a moins entre guillemets «le côté questions-réponses» où, souvent en entretien et l'employeur il sait qu'il faut qu'il aille sur tel ou tel terrain. Là, c'est plus du rebond, enfin, il y a plus de rebond. Il y a aussi des personnes extérieures. Et par exemple, à un moment donné, on était dans une boucherie et j'attendais que le commerçant soit disponible et du coup, il y a ce moment où on était en train de patienter et à la fois enfin, c'était pas trop le moment de discuter pour autant et du coup, il y a ce silence qui était présent et sauf que dans un entretien d'embauche, il y a pas de il y a très peu de silence. C'est, question-réponse, question-réponse. Il y a un peu d'échange, c'est pas aussi enfin, aussi noir-blanc que je l'annonce, mais c'est quand même une discussion qui s'enchaîne. Tandis que là, bah, oui, ou si, enfin, il y a quelqu'un qui passe devant nous ou quelqu'un qui nous interpelle ou on patiente, parce qu'aussi le jour où j'ai fait l'entretien, il faisait très froid, on était en négatif. On s'est arrêté, prendre quelque chose de chaud et du coup, forcément, il y a ces moments d'attente et cetera et bah, oui, en effet, dans un entretien lambda, il se passe pas des secondes ou des minutes de silence et le silence peut vouloir dire beaucoup de choses et ça peut des fois mettre à l'aise comme mal à l'aise. Enfin, c'est quelque chose qu'on connaît très peu. Donc même là, dans notre entretien, on va faire en sorte qu'il y ait pas trop de blanc. Bien sûr. Donc oui, ça, c'était aussi quelque chose qui était vraiment différent, je pense, du format, classique de l'entretien. C'était aussi cette question, enfin, cette présence de silence, en effet. Mmh. Ouais. Du coup, c'est moins figé, on est dans la vie, en fait. C'est Mmh. plus, OK et tu as évoqué tout à l'heure que tu avais eu au total 3 entretiens. Est-ce que tu étais prise sur les 3 postes? J'ai eu la chance de pouvoir avoir le choix, oui. Mmh. OK et alors est-ce que cet entretien a influencé ton choix? Bah, oui, sur le côté où je disais, moi, professionnellement, je cherchais un endroit où je pouvais m'épanouir et ce que me renvoyait, du coup, l'association au travers de ses valeurs et puis les manières de faire, je me suis dit: «Il y a moyen que ça colle». Mmh. OK. Mais Bah, comme je disais, il y a d'autres personnes qui, à l'inverse, ça aurait mis mal à l'aise parce qu'ils avaient besoin de plus de formalisme mais en tout cas, moi, clairement, ça m'a
je me suis dit: «Faut que je passe à l'étape 3 maintenant que j'ai maintenant que j'ai fait la 2, que j'ai vu un peu à quoi ressemblait le poste, j'ai vu un peu à comment ça se passait». Bon, bah, je serais déçue si ça allait pas plus loin, quoi, clairement. Et l'étape Mmh. 3 c'était quoi? Du coup, c'était avec, la niveau hiérarchique, plus haut. Du coup, là, c'était plus formel, justement, le type Oui. d'entretien, inverse. Donc aussi, c'était de se dire: «Bah, c'est une innovation, mais il reste le cadre il y a aussi le Mmh. cadre» et du coup, est-ce que je serais pas allée non plus sur, un poste ou une association où c'est, entre guillemets, «complètement free» ou parce que moi, j'ai aussi besoin, par rapport à ma manière de fonctionner, de pas être en freelance, tout le temps. Donc au moins, ça Ouais. montrait qu'il pouvait y avoir les 2 aspects au sein d'une même institution. Donc oui, j'ai fait le format aussi plus classique avant et après, quoi. Mmh. Ouais, en tout cas, ce schéma je dirais, de recrutement, toutes ces étapes, elles permettent aussi la réelle rencontre, quoi. Mmh. La connexion entre 2 personnes, enfin 2 personnes ou 2 entités, hein, mais qui en fait ont des atomes crochus et ça permet de se dire: «Oui, on a envie de bosser ensemble», quoi. Mmh mh, mmh. OK, super, et est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes, qui se retrouveraient, face à ce type de situation, d'entretien, en déambulation? Bah, je pense que c'est accepter de pas se préparer, peut-être comme on disait tout à l'heure, parce qu'on connaît pas forcément le lieu et puis même si on savait le lieu, en fait, on sait pas quelles personnes vont se présenter près de nous, c'est un jour de marché, c'est pas un jour de marché, c'est un jour de pluie, un jour de soleil. Enfin, en fait, ça a tellement d'influence que ça va avoir des répercussions et qu'on maîtrise pas. Donc je pense que c'est accepter ça, accepter de moins maîtriser que dans un entretien, classique où en effet on a plus préparé, on s'attend plus aux questions. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est ça, c'est de chercher à se rassurer en se disant: «On se présentera ce qui se présentera et je rebondirai en fonction», mais pas chercher à être dans la maîtrise parce qu'il y a trop d'inconnus. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, d'autres, messages à faire passer? Et bah, moi je dirais qu'il faut y aller. Le conseil que je peux donner, c'est que moi, ce que je disais, à la fois j'aurais pu me dire, je reste sur mon poste parce qu'entre guillemets «j'ai un bon poste», parce que j'ai un revenu fixe, parce que je suis à 5 minutes en voiture de chez moi, parce que et en même temps me dire: «Je crois que j'ai besoin d'autre chose». Après j'aurais pu jouer, la carte de me dire aussi: «Oui, il y a des moyens de quitter temporairement son poste et de le retrouver au cas où». Moi je m'étais dit: «Dans tous les cas, enfin, je retrouverai autre chose, mais autre chose». Donc j'ai franchi le pas de manière nette. Mais après, il y a des gens aussi que ça peut rassurer et du coup, justement, c'est ça aussi qui est plutôt chouette, c'est qu'il y a plein de moyens de tester, soit des nouveaux métiers, soit des nou enfin donc il y a moyen de se sécuriser plus ou moins, mais pour moi, il faut essayer et puis après on en tire des leçons et si c'est né dans le négatif, il y a du positif à retirer et tant qu'il y a pas un danger physique, et ben, bah, foncez et puis on tirera tous du positif et puis aussi je trouve moi, en l'occurrence, ce que je disais, pour l'image, même de mes proches, pour ma fille, certes, qui est plus petite, mais même des gens de mon âge qui me disent: «Ah ouais!» Elle l'a fait et aujourd'hui, clairement, c'est pas un retour en arrière que j'ai fait en prenant un poste, tel que celui notre conseiller a dit, parce que je l'aurais pas fait à la suite de mon poste de travailleur social et du coup, le fait d'être passée en couverture, ça m'a aussi fait d'autres expériences, d'autres découvertes et donc c'est sans regret, faut y aller, ouais, je pense. Super, et ben, en tout cas, merci, Léa pour, tous ces partages et puis aussi pour ta dynamique parce qu'effectivement, ça donne envie de passer à l'action. Bah, merci à toi, c'était une première expérience pour moi aussi, donc très chouette. Et bah, super, et ben, merci à vous, pour cette écoute. Donc vous pouvez nous retrouver sur, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube et puis sur atypicjob.com. À bientôt.